Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir au sein de votre foyer pour vous parler du CCFD Terre Solidaire, pour vous dire comment sont utilisés les fruits de votre partage des années précédentes, pour partager un peu de la vie de certaines populations malmenées par les conflits, les changements climatiques, des gouvernements peu soucieux de leurs citoyens, les mauvaises récoltes ou tout autre problème déséquilibrant leur accès à l'alimentation. Je m'appelle Eliette Levanier, je suis bénévole au CCFD Terre Solidaire du Gers. Et je m'appelle Christian Trouche et je suis aussi bénévole au CCFD Terre Solidaire du Gers. Nous vous proposons un rendez-vous les 4 prochains vendredis de carême à partir de 18h30. La pandémie de la Covid nous oblige à innover si nous voulons poursuivre la mission confiée par les évêques de France au CCFD Terre Solidaire depuis 60 ans. Appeler les chrétiens au partage, à la prière et au jeûne, et plus largement sensibiliser toute personne de bonne volonté à la solidarité internationale. Ce soir, ce premier rendez-vous inaugure un nouveau mode de rencontre à distance, à écouter en direct ou à revoir selon vos disponibilités. Nous vous demandons un peu d'indulgence si nous maîtrisons mal le distanciel et les outils numériques. Donc tout d'abord un petit rappel, qui sommes-nous, qui est le CCFD Terre Solidaire? Acteur historique du changement depuis plus de 70 ans, dans plus de 70 pays, le CCFD Terre Solidaire agit contre toute forme d'injustice pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu, celui de ne pas souffrir de la faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie. Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l'Évangile et la pensée sociale de l'Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions politiques de terrain. Nous allons vous présenter rapidement une petite vidéo qui résume notre histoire, notre projet et nos actions. « 1960. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lance un appel pour lutter contre la faim dans le monde. L'année suivante, en France, plusieurs organisations catholiques s'allient. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement est né. Aujourd'hui, le CCFD Terre Solidaire compte 15 000 bénévoles en France et 30 associations membres. Des milliers de donateurs et de soutiens, 600 partenaires dans plus de 60 pays et 2,2 millions de bénéficiaires par an. Nous sommes ouverts à tous, nous défendons l'intérêt général et nous faisons entendre la voix des plus fragiles pour que les droits fondamentaux de chacun soient respectés. Nous sommes convaincus que chacun a le pouvoir d'agir, seul ou à plusieurs, pour construire un monde plus juste et solidaire. Notre mode d'action est unique. Nous intervenons par le partenariat avec des organisations et des collectifs citoyens. Nous agissons avec les personnes engagées ici en France et là-bas, partout dans le monde. Nous accompagnons des initiatives qui permettent à toutes et à tous de vivre dignement et de renforcer durablement les communautés. Nous interpellons les décideurs politiques pour obtenir des règles plus justes au niveau local, national et international. Nous mobilisons les citoyens dans toute la France pour sensibiliser l'opinion aux enjeux de solidarité internationale. Nous sommes les forces du changement, avec vous. Ces orientations du CCFD Terre Solidaire trouvent leur source dans les encycliques sociales de l'Église et entre autres dans la dernière encyclique du pape François intitulée Fratelli Tutti, tous frères. Je le cite. « Nous sommes encore loin d'une mondialisation des droits humains les plus fondamentaux. C'est pourquoi la politique mondiale ne peut se passer de classer l'éradication efficace de la faim parmi ses objectifs primordiaux et impérieux. La faim est un crime, l'alimentation est un droit inaltérable. L'éradication de la faim, à l'origine de la création du CCFD, n'est toujours pas atteinte.
60 ans après. Durant ce carême, nous vous proposons un tour du monde des solidarités. Vous ferez connaissance avec nos partenaires. Vous verrez comment ils agissent, comment le CCFD les soutient grâce à votre partage. Ce soir, nous commencerons par un petit voyage en Birmanie, pays revenu récemment au cœur de l'actualité. La vidéo que nous allons vous présenter a été enregistrée mi-2020, donc bien avant le coup d'État militaire du début 2021. Et vous constaterez qu'il n'y a rien à changer dans la présentation du pays. Les actions des deux partenaires illustrent bien les engagements du CCFD Terre Solidaire dans ce pays. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jérémy Béja, je suis chargé de mission au CCFD Terre Solidaire où je travaille sur la Birmanie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contexte birman et l'action du CCFD Terre Solidaire dans ce pays. La Birmanie est un pays d'Asie du Sud-Est continentale qui est indiqué sur la carte en bleu, qui est bordé à l'ouest par l'Inde et le Bangladesh, au nord-est par la Chine et à l'est par le Laos et la Thaïlande. C'est un pays qui compte environ 54 millions d'habitants et 135 ethnies officiellement reconnues. L'ethnie majoritaire sont les Bamars ou Birmans, qui représentent 67% de la population et qui sont principalement dans la plaine centrale, indiquée ici en gris clair. Les 134 autres ethnies sont regroupées dans 10 grands groupes ethniques, que sont les Kachin au nord, les Chin au nord-ouest, les Arakanais à l'ouest, les Shan à l'est en gris foncé, les Karen en bleu à l'est et au sud-est, et les Mon Khmer en jaune, qui sont à la fois au sud-est et au nord-est. Les Rohingyas ne sont pas officiellement reconnus comme une ethnie en Birmanie, et ils vivent majoritairement, voire exclusivement, au nord-ouest de l'Arakan. La Birmanie est multiethnique et également multireligieuse, néanmoins, la majorité de la population est bouddhiste. Quelques chiffres pour donner une idée de la réalité birmane. Donc, 70% de la population vit en zone rurale et 25% est aujourd'hui officiellement sous le seuil de pauvreté en 2019. Il s'agit d'un pays recouvert à 63% de forêt, donc encore très rural et très sauvage, et qui est très très riche en ressources naturelles et minières, notamment en pierres précieuses, puisque 90% de la production mondiale de rubis est en Birmanie. On a également beaucoup de jade, de saphir et d'hydrocarbures. Enfin, c'est également un des principaux producteurs de méthamphétamine, qui est une drogue de synthèse, et qui alimente les conflits endémiques qui existent dans le pays. Le système politique birman est un système hybride qui est hérité de la dictature militaire. Donc, il faut savoir qu'entre 1962 et 2011, voire 2015, la Birmanie a été dirigée par des juntes militaires successives qui étaient à l'origine s'inscrivaient dans le bloc socialiste et donc se caractérisaient par une économie planifiée et qui, après 88, après la répression du mouvement démocratique de 88, ont initié une privatisation des avoirs de l'État au profit de l'armée. 2011, c'est la première fois, c'est le début des réformes d'ouverture lancées par Thein Sein, dans le but d'alléger les blocus et les embargos auxquels la Birmanie faisait face, et cela a conduit à la libération des prisonniers politiques et à la plus emblématique d'entre elles, Aung San Suu Kyi. Le système politique birman aujourd'hui a été fixé par la Constitution de 2008, qui réserve 25% des sièges du Parlement à des militaires non élus. Ce que cette image voit bien. Vous voyez, les parlementaires en uniforme vert sont des militaires et ceux en blanc sont des civils élus. En plus des 25% de militaires, il y a également un parti qui concourt aux élections, qui est en réalité le bras politique de l'armée. Donc on voit qu'il y a une présence forte de l'armée dans le Parlement. Et pour pouvoir réformer la Constitution, il faut 75% des voix des parlementaires plus une,
ce qui signifie qu'on ne peut pas réformer la Constitution sans l'accord des militaires, ce qui, bien évidemment, est une grosse limite sur le pouvoir du gouvernement civil. Par ailleurs, les ministères de l'Intérieur, de la Défense et des Frontières sont dirigés par un militaire et nommés par le commandant de l'armée et non par le président. Enfin, le Parlement n'a un contrôle que très limité sur le budget de l'armée, puisque, de fait de la dictature et du monopole de l'armée sur le pouvoir pendant de très nombreuses années, celle-ci a de nombreux intérêts économiques sur lesquels le Parlement n'a pas prise. Il n'a prise que sur le budget officiel de l'armée. Et jusqu'en 2019, le chef du General Administration Office, qui est l'entité qui nomme l'équivalent des préfets, était un militaire. Et donc, le système administratif birman du village jusqu'au centre est traditionnellement infiltré par des militaires. Et ce n'est que depuis janvier 2019 que le gouvernement civil a repris la possibilité de nommer le chef de ce bureau et donc d'influer sur la nomination des préfets aux quatre coins du pays. Par ailleurs, la Birmanie est marquée par des conflits ethniques endémiques. Certaines des guerres civiles qui sont toujours en cours ont initié il y a plus de 50 ans. Les cartes que vous voyez sur la présentation montrent l'intensification de ces conflits, parce que certains des groupes armés ont négocié la paix avec l'armée birmane, d'autres sont dans le processus de négociation et d'autres encore ne sont pas du tout incluses dans le processus. On voit ici que les zones de conflit les plus fortes sont donc au sud de l'État Kachin et au nord de l'État Shan, ainsi que dans l'État d'Arakan, au Rakhine. Et aujourd'hui, en 2020, c'est bien le conflit au Rakhine qui est le plus intense, avec des frappes aériennes de l'armée birmane, plusieurs enlèvements de cadres administratifs locaux de la part de l'armée de l'Arakan, et une suspension du service Internet dans l'ensemble de la province qui est maintenant en œuvre depuis plus de 6 mois et qui suscite de nombreuses réactions de pays étrangers et d'associations locales, notamment en période de Covid, puisque l'accès à Internet est le meilleur moyen d'avoir des informations pour se protéger. La carte de droite nous souligne que certains de ces groupes armés ethniques ont réussi à effectuer leur contrôle sur des zones particulières du pays, notamment la Kaia, donc les Kachin, tout au nord, à l'extrême nord, et surtout à l'est de l'État Shan, donc dans les zones bleues à rayures, les Wa et les Kokang. L'État Wa étant aujourd'hui pratiquement autonome de la Birmanie, puisque c'est la monnaie chinoise qui y circule. On y parle avant tout le chinois, et les dirigeants militaires et gouvernementaux birmans doivent demander l'autorisation du groupe armé pour passer la frontière. Donc on voit bien ici que le gouvernement central ne maîtrise pas entièrement, ne réussit pas à étendre son contrôle sur l'ensemble du pays. Un cas à part dans les minorités, c'est donc les Rohingyas, qui ne sont pas considérés comme minorité ethnique par le gouvernement birman depuis 1982, où une loi sur la citoyenneté les a exclus de la citoyenneté birmane. Il s'agit donc de citoyens de seconde zone qui n'ont pas accès aux services publics fondamentaux, qui n'ont pas de carte d'identité propre, et qui sont régulièrement victimes de nettoyage ethnique en 1992, en 2012, et le plus important en 2017, qui a vu la Birmanie se faire accuser de génocide devant la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, plus d'1 million de Rohingyas sont réfugiés au Bangladesh sur une population totale qu'on estime à 1,3 million, ce qui signifie qu'il reste entre 200 et 300 000 Rohingyas en Birmanie, souvent dans des camps de déplacés internes ou dans des villages où leur droit de circulation est extrêmement limité. Bien entendu, le conflit avec l'armée de l'Arakan en cours aujourd'hui n'améliore pas leur situation, puisque la situation est extrêmement instable et qu'ils sont discriminés par les deux groupes combattants. La répression des Rohingyas de 2017 a également très lourdement écorné l'image d'Aung San Suu Kyi, qui était d'autrefois la coqueluche du mouvement démocratique birman, et la sévérité des charges portées contre le pays risque de provoquer une nouvelle mise au ban de la Birmanie, avec potentiellement de nouvelles sanctions prononcées par l'ONU. Enfin, la Birmanie se caractérise par une économie dans laquelle le rôle de l'armée est essentiel. Toutes les plus grandes entreprises sont entre les mains de l'armée, qu'elles soient entreprises d'État ou privées, soit directement dirigées par des militaires, soit par leurs familles et leurs acolytes. Ainsi, l'entreprise chargée des hydrocarbures, mais également du jade, des rubis, et jusqu'à la bière et à des choses beaucoup plus, des produits de consommation courante, tous sont, les banques aussi, les compagnies aériennes sont toutes plus ou moins rattachées à l'armée. Un autre aspect important de l'économie birmane, c'est la part importante des trafics, puisque tous les groupes combattants
se financent sur des trafics qui vont de la drogue aux pierres précieuses en passant par le bois précieux. Donc, cette caractéristique spécifique de l'économie birmane est bien sûr un facteur fondamental des inégalités et de la pauvreté de la population, puisque les ressources sont concentrées dans les mains d'une oligarchie militaire. La Birmanie est également au centre des aspirations géopolitiques de la Chine, puisque c'est un maillon essentiel de la stratégie des nouvelles routes de la soie, avec, comme vous voyez sur cette carte, la Chine qui considère la Birmanie comme son potentiel flanc ouest. Donc des oléoducs et des gazoducs ont déjà été construits pour alimenter la Chine en hydrocarbures à partir de l'État Rakhine et de Chokpyu, mais de nombreux projets d'infrastructure sont en planification, en partant par des barrages à l'État Kachin, d'une autoroute qui doit traverser l'ensemble du pays pour rattacher Kunming, la capitale du Yunnan, à Chokpyu, et également des trains à grande vitesse qui sont prévus pour desservir Rangoon et Mandalay. Enfin, un autre très grand projet est de reconstruire une nouvelle Rangoon à côté de la Rangoon existante, au lieu d'améliorer les infrastructures de la Rangoon existante. Et le problème est que la gare d'arrivée du train serait dans cette nouvelle Rangoon. Donc on a une création d'une compétition entre une ville nouvelle qui viendrait de nulle part et une ville avec une histoire au moins centenaire qui serait vidée de ses habitants pour cette nouvelle ville. Mais ces projets sont pour l'instant uniquement à l'état de projet et n'ont pas encore passé toutes les validations nécessaires du gouvernement birman. On a donc vu que le contexte birman est très compliqué. Il y a de nombreux enjeux, de nombreux défis, que ce soit les conflits, le poids de l'armée dans le système politique, le rôle géopolitique de la Chine dans les affaires birmanes. Et donc, dans ce contexte, le CCFD Terre Solidaire essaye d'agir suivant 3 axes principaux qui sont déclinés également dans d'autres pays de la région. Le premier, qui est intitulé « De contester le modèle de développement dominant, résister, mobiliser, documenter et exposer », donc qui vise à dénoncer et documenter les abus, notamment en termes d'accès aux fonciers, d'exploitation des ressources naturelles et de respect des droits des populations. Le deuxième, qui est décliné sur défendre la démocratie et les libertés publiques face à la montée de l'autoritarisme et de la répression. On a vu que malgré une période d'ouverture inaugurée en 2011, la Birmanie reste un pays autoritaire où les libertés publiques gagnées donc dans les années 2010, on va dire, restent constamment menacées. Et il est donc nécessaire de soutenir des acteurs qui les protègent et qui utilisent leur liberté d'expression et d'association notamment. Et le troisième point vise à promouvoir des alternatives écologiques et sociales, notamment à travers le soutien à l'agroécologie et à l'économie sociale et solidaire. On a vu que 70% de la population birmane est en zone rurale, et donc cet axe vise à promouvoir de meilleurs débouchés pour les paysans et leur permettre d'avoir une plus grosse autonomie à la fois dans leur production et dans la façon dont ils la dépensent. Le partenariat du CCFD en Birmanie est varié, il compte une dizaine d'acteurs qui travaillent à différents niveaux. Donc, certains sont des projets locaux, donc on voit ici comme GPI, SEM ou encore Kachin Waves. D'autres ont une envergure nationale, c'est-à-dire que soit ils travaillent sur des questions qui sont transversales et qui sont d'ordre national sur les politiques publiques, soit ils ont des réseaux de personnes, de jeunes notamment, aux 4 coins du pays. C'est le cas de KMF, de CCC et d'IB. Pour donner une idée un peu plus concrète du travail de ces partenaires, nous allons en présenter 2. Le premier, il s'agit du Green Peasant Institute, donc GPI, qui travaille exclusivement dans le delta de l'Irrawaddy, qu'on voit en rouge sur la carte de la diapositive, et qui lutte contre les expropriations forcées dans le delta. Il faut savoir que le delta de l'Irrawaddy est une région qui est marquée par une très forte présence de l'armée. Et dans les années 90, le commandement militaire de la région a procédé à l'expropriation de millions d'hectares. Et jusqu'à aujourd'hui, ces expropriations n'ont pas été résolues. Donc les paysans travaillent comme métayers ou comme fermiers ou comme ouvriers agricoles payés à la journée sur des terrains qui leur appartenaient originellement. Ce que fait GPI, c'est qu'il va utiliser le droit birman et les lois qui ont été passées, notamment après 2012, qui, bien que
donnant des droits limités sont quand même meilleures que les antécédentes pour revendiquer et pour récupérer ces terrains expropriés. La façon dont Julia travaille vise à former des paysans locaux à ce droit birman, et les enjoindre ensuite à porter des cas dans leur communauté, dans les villages, et à former d'autres villageois pour que, à terme, une quantité suffisante d'habitants du delta maîtrisent le droit foncier birman et puissent aller négocier avec le gouvernement, avec les militaires pour récupérer leurs terres. En 2019, ils ont porté 206 cas ayant trait à différents conflits fonciers, du plus simple, sachant de définir la frontière entre deux terrains avec un désaccord entre deux différents propriétaires terriens, au plus compliqué, où on a eu des entreprises d'État ou l'armée qui a exproprié des dizaines d'hectares dans les années 90 et 2000, et où il va falloir tenter de récupérer ces terrains en s'appuyant sur le droit et en négociant avec les militaires. Le second partenaire qu'on va présenter, le Kachin Waves News Agency, qui lui travaille à l'extrême nord, dans l'État Kachin, où donc on a vu il y a encore une zone de conflit active. Kachin Waves est un média en ligne qui a un site internet, qui est actif sur les réseaux sociaux et qui a une radio, et qui essaye de couvrir l'ensemble de l'actualité de l'État Kachin, donc politique, sociale, économique, également l'actualité liée au conflit, et qu'on inscrirait plutôt dans le deuxième axe de la stratégie évoquée plus haut. Ils ont deux axes de travail principaux. Le premier qui est de faire fonctionner ce média en ligne, donc de mener des enquêtes sur les investissements chinois, sur les élections locales, sur les besoins économiques de la population, sur le conflit armé et les problèmes d'atteinte aux droits humains et aux droits de la guerre. Et un deuxième aspect qui est plus de formation, qui vise à former des citoyens de l'État Kachin au rudiment du journalisme pour qu'ils puissent également alimenter le média et couvrir ce qui se passe dans des zones très reculées. Parce que l'État Kachin étant une zone de conflit, certaines zones sont difficilement accessibles et les journalistes de Kachin Waves ne peuvent pas forcément aller partout. Et ces formations leur permettent d'avoir un réseau au niveau de l'État. Donc, en 2019, ils ont formé environ 150 personnes et ils se sont également lancés dans une nouvelle activité qui est plus celle de contrôle de l'action du Parlement en réalisant des enquêtes et des sondages auprès des populations dans les différentes zones pour qu'ils puissent évaluer l'action du gouvernement local à l'approche des élections, puisque la Birmanie aura les élections nationales normalement en novembre 2020. Et l'idée de cette enquête était de voir s'il y a une différence entre le gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie, qui a été élu en 2015, et le gouvernement antécédent, qui était plus proche de l'armée. On a donc vu que le partenariat du CCLD Terre Solidaire en Birmanie est très varié. Alors pourquoi cette variété et cette richesse, et non pas se concentrer sur une ou deux thématiques? Eh bien, parce que le CCLD Terre Solidaire essaye de développer son partenariat en partant de l'analyse du terrain. Et on a vu qu'en Birmanie, les enjeux sont multiples et très complexes, et que pour pouvoir agir sur les causes structurelles de la faim, il faut pouvoir aussi travailler sur des sujets qui sont plus structurants, voilà, comme les conflits par exemple, et que donc il est illusoire ou très difficile de penser qu'on arrivera à un changement durable dans le pays si on ne traite pas de la question des conflits, de la question du poids de l'armée dans le système politique, et de la question du respect des droits humains et des droits des minorités et des communautés locales dans le développement de projets d'infrastructure. C'est pour cette raison que nous essayons, dans la mesure du possible, d'adresser ces différents enjeux avec différentes organisations locales et des organisations partenaires dans la durée, puisque ce sont des situations complexes qui demandent un engagement de long terme. Voilà, j'espère que cette présentation vous a permis de découvrir un peu la Birmanie, notre travail, et d'avoir une meilleure compréhension de cette zone. Donc, cette première découverte des actions du CCLD Terre Solidaire, qui sera suivie par 3 autres, met l'accent, comme l'a expliqué Jérémy, sur la gestion des conflits.
conflits pour l'accès à la terre des paysans expropriés et conflits entre groupes ethniques à l'intérieur du pays. Le premier partenaire, GPI en anglais, a été créé en 2012 par des paysans, des militants, des experts agricoles et des jeunes dans la division de l'Irrawaddy. Ils sont aujourd'hui connectés au niveau national et membres de plusieurs réseaux avec d'autres partenaires. Un succès du projet, c'est que le directeur de l'association est devenu membre du comité de rédaction de la loi foncière pour 2020, depuis 2020. GPI forme des avocats aux pieds nus, vous l'avez entendu dans la vidéo, issus des communautés locales pour faire valoir leurs droits fonciers. Leur activité bénéficie aujourd'hui à environ 2000 personnes tous les ans et le CCFD Terre Solidaire lui a alloué 25 000 € en 2020. Le second partenaire, Kachin Waves News Agency, est un média indépendant en ligne qui suit la situation politique, économique et sociale de l'État du Kachin. Dans un pays où les médias sont très contrôlés, elle fournit une information alternative au discours officiel qui remonte des correspondants aux pieds nus également, des paysans locaux. Depuis 2016, l'agence suit principalement la situation du conflit armé et les impacts environnementaux et sociaux des méga-projets dans la région. Ces parutions sont lues par environ 115 000 lecteurs tous les ans et le CCFD lui a aussi alloué 20 000 € en 2020. Donc le CCFD poursuit le soutien de ses actions en Birmanie en 2021 et prévoit d'y consacrer 225 000 €. Le pape François nous explique ce qu'il appelle l'amitié sociale dans l'encyclique Fratelli Tutti. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale devient un exercice suprême de la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin. Mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique, selon une expression de Pie XI en 1927. Un peu plus loin, il écrit « L'amour social est une force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures, les organisations sociales, les normes juridiques. C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre. C'est également charité tout ce qu'on réalise, même sans être en contact avec cette personne, pour changer les conditions sociales qui sont à la base de cette souffrance. » Vous pouvez relire ceci dans les paragraphes de 180 à 186. Cette dernière phrase du pape François fonde l'action du CCFD Terre Solidaire, comme le montrent nos actions en Birmanie, mais fonde également les engagements du CCFD Terre Solidaire à agir ici pour faire évoluer les rapports économiques déséquilibrés entre pays, rendre les multinationales plus soucieuses des droits humains, pour limiter la surconsommation et son impact sur le changement climatique. On dit habituellement que l'argent n'a pas d'odeur. C'est peut-être vrai, mais entre le CCFD Terre Solidaire et ses partenaires, il a une saveur. Nos partenaires savent que ces sommes que nous rassemblons et qu'ils reçoivent sont aussi le signe de l'engagement de personnes qui agissent chez elles, c'est-à-dire pour nous ici, à faire advenir un monde plus fraternel, respectant l'égale dignité de chaque homme. Et ils nous le disent. Le don peut devenir pour nous encore plus qu'une simple satisfaction. Il est aussi un acte à la fois responsable et fraternel. Il met en marche une ouverture sur le monde contemporain dont nous sommes tous les acteurs, suivant nos propres possibilités d'action, et il engage notre capacité à aimer. En 2020, la pandémie a déclenché une catastrophe économique et sociale au point de penser que ces pays vont reculer de 5 à 10 ans. Ce sont eux qui subiront les conséquences les plus fortes. Au niveau du CCFD Terre Solidaire, nous avons des responsabilités envers nos partenaires.
nous nous sommes engagés envers eux. Malgré la Covid, nous avons pu tenir la plupart de ces engagements en 2020. Mais nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous pour que leur projet continue à vivre en 2021. À vendredi prochain, même site et même heure.